Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Wushow, l'avant-dernier Wushow, si on ne compte pas l'épisode du Nouvel An, que sûrement on va faire en review, on ne sait pas encore mais sûrement. Aujourd'hui on va parler de It Takes You Away, de l'autre côté en français, écrit par Ed Hime et réalisé par Jamie Childs, celui qui avait réalisé le premier épisode, on vous rappelle, les démons de Pendjab aussi, et surtout celui qui va réaliser le 10e épisode, le dernier de cette fameuse saison, qui sera showrunné et écrit par, forcément, c'est logique, exactement, Chibnall, qui se réserve forcément le dernier épisode, et du coup, on s'attend à ce qu'il y ait un truc ouf, mais on va pas parler de nos attentes parce qu'on l'a déjà fait dans l'épisode dernier, on va rester sur cet épisode-là. Avant de parler de cet épisode-là justement, on va parler des commentaires de The Witchfinders, parce que vous avez été encore une fois nombreux à nous faire des commentaires, ça fait plaisir. Et on commence par un commentaire de DJA, ou DJA, je ne sais pas, qui nous dit « Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que la fin a été finie dans la précipitation. J'aurais bien aimé qu'ils étalent la chute. J'ai l'impression qu'ils se formalisent au format inférieur, oui, à 1 heure, au détriment du scénario. » Et ben on est complètement d'accord, Ja, puisque c'est pas la première fois qu'on le dit, on aurait même presque aimé que ce soit un double épisode, du coup. Et ce serait surtout bien, ouais, qu'ils essaient de faire des intrigues peut-être plus courtes, mais j'ai l'impression qu'ils veulent en mettre beaucoup parce qu'il y a peu d'épisodes. Toujours le même problème, voilà. Donc celui-ci n'échappe pas au constat. Ensuite on a Monsieur Rémy, toujours fidèle au poste, qu'on est obligé de résumer, le pauvre, lui-même il termine son commentaire par couper mon commentaire, voilà. Donc il commence par « Je vous trouve sévère avec cet épisode de Doctor Who. Personnellement je l'ai adoré. J'en fais un de mes favoris de cette saison pour une bonne et simple raison, c'est que c'est un épisode vraiment centré autour du Docteur. Donc l'épisode L'énigme de Tsuranga, on peut te répondre, lui aussi était tourné autour du Docteur, mais au niveau du rythme était beaucoup plus intéressant. Et après moi c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé, c'est juste que forcément on n'est pas forcément tous d'accord et on va pas l'être d'ailleurs aujourd'hui pour l'épisode, et du coup il y a une espèce de truc total de la vidéo. C'était Sanson qui n'avait pas trop aimé The Witchfinders, donc forcément, tu as ressenti un truc on n'a pas aimé cet épisode, mais moi, pour moi, je l'ai beaucoup aimé, donc voilà, c'est une question de goût. En plus, elle n'amène pas de solution par un tour de passe-passe physique ou métaphysique, mais par la parole et la rhétorique, c'est ce qu'on aime chez le Docteur. Et ça, c'est vrai qu'on est complètement d'accord avec toi, ça le différencie des précédents épisodes. Donc il nous dit qu'il aime bien l'ambiance, qu'il aime bien les acteurs, les costumes, entre autres, oui, vu qu'il a aimé l'épisode, mais il aime bien aussi le message que transmet le féminisme, et aussi le message de l'obscurantisme, ça l'a intéressé. Il aime bien le background et le côté kitsch des Morax, contrairement à nous. Il a adoré l'épisode, et il trouve que ça fait le sel et la saveur de Doctor Who, et je le cite. Voilà, alors les Morax, on les a aimés, on a même dit que dans leur esprit, dans leur forme kitsch, on les aimait beaucoup. C'était le côté 3D qu'on aimait moins, donc pour le coup, on était d'accord avec toi sur le côté kitsch, voilà. Et enfin, on a le dernier commentaire qui est encore une fois de Monsieur Rémy, parce que Monsieur Rémy a fait 2 commentaires et il dit « Oh, j'ai oublié des trucs !» Alors il dit « J'ai oublié une remarque, vous ne trouvez pas que le roi Jacques Ier est un peu le même archétype de personnage que celui du politicien incarné par Mr. Big dans l'épisode des araignées ?» Dans les 2 cas, ce sont des personnages avec des idéaux assez radicaux et extrêmes, et pour qui la mort d'autrui n'est pas si grave. Elle sert une idéologie qui est la leur. Dans leur épisode, ces hommes tuent le monstre en question, donc c'est vrai que Mr. Big, là, il tue l'araignée, et là on a le roi Jacques qui finit par tuer la reine, le roi ou la reine des Morax, la reine, merci. Et le docteur la laisse partir sans rien faire, comme si de rien n'était. En plus, dans l'épisode d'ici, il est plausible que Becca ne meure pas réellement si les Morax sont renvoyés d'où ils viennent. J'y crois pas trop parce que Morak était un peu quand même possédé. Bref, c'était une petite réflexion que je me suis faite. Alors, on est plutôt d'accord avec toi, je suis plutôt d'accord avec toi, mais là où on excuse à Jacques Ier de par son contexte temporel, on a un peu plus de mal avec Jack Robertson, qui est dans cette idéologie, mais à notre époque. C'est vrai qu'on avait dit dans le Wushow d'ailleurs qu'il vit avec son temps, le roi Jacques Ier. À cette époque, c'était presque normal de réagir comme ça. Le côté Trump de Robertson, ça nous a un peu plus dérangé de par voilà le côté contemporain. On va passer enfin à l'épisode d'aujourd'hui, It Takes You Away, et je vais commencer par le résumer avant de vous présenter la fine équipe, la Team TARDIS, mais qui est toujours la même, mais je vous la présente à chaque fois, c'est la moindre des choses. Alors c'est en pleine forêt norvégienne et en 2018 que le Docteur et ses compagnons posent aujourd'hui leur TARDIS. Le Docteur nous apprend que nous sommes quelques dizaines d'années avant la guerre mouton-humain, mais ce n'est pas ici le propos de l'épisode, mais j'ai trouvé ça très drôle, je voulais le glisser ici. La Team TARDIS va être attirée par un petit cottage à l'horizon qui semble abandonné et surtout loin de tout. Ils vont y découvrir une jeune fille, Anne, aveugle, qui semble avoir perdu son père, sûrement enlevé ou dévoré par une créature monstrueuse qui rôde dans la forêt. Il s'avère que son père est parti dans une autre dimension à la recherche d'un être disparu qui lui est cher. Alors pour cet épisode, on est obligé de spoiler un minimum. Alors je suis désolé pour ceux qui regardent ce Wushow alors qu'ils n'ont pas vu l'épisode, déjà c'est un peu bête, mais bon, on ne sait jamais. On dévoilera pas la fin, c'est promis, mais on va dévoiler forcément une partie de l'intrigue, on est obligé. Parce que l'épisode joue entre les changements de dimension, au nombre de 3, voilà, premier spoil, et on va se concentrer sur les 2 premières en squeezant la dernière, voilà, pour éviter de trop spoiler. Alors aujourd'hui pour m'accompagner, j'ai Sanson, j'ai Nono et j'ai Alès, comme d'habitude, mais ils sont contents d'être là comme d'habitude. Oui.
C'est trop cool. Il nous reste bientôt plus qu'un épisode. Et je vous dis, je pense qu'on fera une review de l'épisode du Nouvel An. Oh, oui. Je pense qu'on se réunira un petit peu après. Alors, le Nouvel An, je crois que ça tombe un lundi ou un truc comme ça. Je sais pas quand sort l'épisode de Nouvel An. Peut-être un lundi ou aux alentours. Et je pense que du coup, on fera un Wusho pour le samedi, comme d'habitude, d'après. Peut-être que ce sera un peu plus décalé cette fois-ci. Mais c'est normal. Les fêtes obligent, les vacances obligent. Faut bien qu'on prenne le temps. Hein. Tout à fait. Alors on va commencer par parler de cette première dimension. On va séparer ça dans les dimensions parce qu'on vous l'a dit, il y en a 3. On commence par la première, la forêt norvégienne en fait, le cottage, les petites maisons en bois Ikea, hein, parce que ça fait très Ikea. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué le mobilier à l'intérieur forcément. Hein. Et donc on a une ambiance, je pense qu'on va commencer comme ça, j'ai nommé cette dimension le film d'horreur. Sans commence, le film d'horreur, est-ce que ça t'inspire? Bah oui, parce que déjà la maison elle est toute barricadée de partout, donc forcément ça fait très film d'horreur, hein. On se demande qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et puis surtout la scène quand il rentre dans la maison et où on voit qu'il y a quelqu'un qui vit dedans, mais il n'y a personne quoi, donc ça fait vraiment très intro. Oui, le côté abandonné presque. Ouais, c'est ça. Cabane au milieu des bois, ouais. Personnage aveugle après. Ça fait une ambiance un peu horreur parce que tu te dis que la personne, elle a un sens qui est très important, qui lui manque. Si tu te mets à sa place, t'as un peu d'empathie, tu te dis putain, ça va être dur là, il y a un monstre, parce qu'il y a une histoire de monstre, le miroir sans reflet, ça c'est un truc de film d'horreur classique, ça c'est un des trucs qui me fait vachement flipper. Et il y a surtout un truc, il y a le cri de Ryan aussi au début, il y a Ryan qui a peur. C'est vrai qu'il nous fait un petit cri très mignon. Et du coup ça fait forcément un très film d'horreur, mais voilà, j'arrête de parler. Ça fait film d'horreur aussi, même quand ils voient la maison, vraiment, quand ils sont un peu plus rapprochés et qu'ils voient un truc bouger dans la maison, et là quand ils rentrent dedans, il n'y a vraiment personne. Donc, oui, la main à la fenêtre, mais ça c'est film d'horreur aussi. Il y a beaucoup de codes. Même, j'ai envie de vous dire, même plus tard, le docteur, quand il y a cette histoire de message qu'elle veut écrire pour pas que l'aveugle sache qu'il se passe justement quelque chose d'un peu bizarre, elle écrit sur le mur, presque en gravant sur le mur. Ça, je trouve que les inscriptions presque gravées sur les murs, ça fait très film d'horreur aussi. La teinte très froide aussi, forcément de l'image avec des tons bleutés, des tons verts, des tons tout ça. Alors ça, c'est très fjord, forcément norvégien aussi. Le blanc du mouton. Exactement. Et ça commence d'ailleurs à nous dire, il y aura une guerre des moutons. Donc tu te dis, waouh. En 2028, j'ai vu. Ça m'a beaucoup fait rire et c'est très Doctor Who pour le coup et j'aime bien. Une référence film d'horreur dans le côté cabane dans les bois. Ça me fait penser au film La cabane dans les bois. Le film, si vous l'avez pas vu, on se rend compte que c'est une supercherie, qu'en fait il y a des gens derrière tout ça, derrière ce côté film d'horreur. Et là il y a ce côté supercherie avec le prank du père qui en fait a fait un faux monstre. Et ça c'était marrant, ça m'a encore fait penser à du film d'horreur du coup. Le père est très intelligent aussi parce qu'il est bien caché le fil. Oui, il est caché dans la moule. Justement pour éviter qu'elle touche quoi. Mais il n'y a pas forcément d'ennemis, on vient de vous le dire, c'est un prank. Donc l'épisode il est dans une ambiance film d'horreur, mais il est plutôt basé sur l'abandon, puisque la personnage Anne, qui est aveugle, a été abandonnée par son père, et on pense tout de suite que le père s'est fait enlever par ce monstre, mais en fait on se rend compte qu'il n'y a pas de monstre, donc on se dit mais en fait voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors Anne, qui veut m'en parler? Tu veux en parler Nono peut-être de Anne un petit peu? Je la trouve touchante, et puis tu vois qu'elle est très intelligente finalement. Elle comprend tout de suite ce qui est écrit sur le mur par le docteur, elle est très instinctive, surtout au niveau de la fin de l'épisode, où il se passe des choses, et puis tout de suite elle comprend, pareil, elle est très intelligente. Oui, plus que son père du coup. Et finalement on comprend que la vue, oui, c'est pas que ça la dérange pas, voilà, c'est chiant, mais elle s'en sort très bien sans, et elle a réussi à exploiter tous ses autres sens, mais vraiment très bien. Je pense que tu as tout à fait résumé le personnage. Très intéressant parce qu'incarné par Ellie Wallwork, que je ne connais pas à la base, mais quand on se renseigne, on se rend compte que c'est une actrice qui est réellement aveugle. Ça se voit d'ailleurs. Ça se voit parce qu'elle faire le strabisme en quelque sorte, le regard qui est fuyant, mais des deux côtés, on va dire. Elle sent le mensonge, elle sent plein de choses quoi. Elle sent la présence aussi, quand elle ne peut pas la voir, elle la sent, effectivement. Avant que le docteur et les compagnons arrivent et la découvrent, elle est quand même terrifiée, affamée et tout. Donc c'est vraiment la Team TARDIS qui lui permet en fait d'être courageuse et de s'en sortir quoi. Ouais. Elle avait besoin de ça sûrement. Ouais. Sans eux, elle aurait peut-être Elle était seule avec son père et là elle était abandonnée, donc effectivement elle se ressent seule, loin de chez elle. En plus elle nous dit qu'à la base elle vit à Oslo. Et du coup voilà, elle est loin de chez elle. Peu de personnages du coup, que elle dès le début, très peu de personnages plus tard, donc vraiment là on va le voir, les compagnons et le docteur vraiment mis en avant. Là c'est l'épisode où ils se mettent vraiment dans le truc, dans l'action et tout. Donc on a parlé du miroir, le miroir qui fait peur, qui est un miroir qui s'en reflet, le tournevis sonique résout tout comme d'habitude, et en fait ce miroir est un passage d'ailleurs extrêmement stylé, mais on parlera plus tard des effets visuels, mais au niveau des effets visuels, j'ai trouvé ça vraiment incroyable, mais très beau, et très innovant pour le coup, qui nous amène vers une deuxième dimension, l'antizone. L'antizone qui est du coup pour moi que j'ai appelé la dimension fantasy, plus
plus fantasy, même féerique. L'Antizone, elle vient à la base des Big Finish, les trucs audio. C'est pas un truc qu'ils ont inventé pour cet épisode, donc c'est intéressant de prendre des trucs qu'on avait dans l'univers étendu et donc de le rajouter comme ça dans le truc. La troisième dimension par contre n'existe pas, c'est une invention. On est dans le conte de fées, le miroir qui passe à travers les dimensions. Est-ce que ça fait pas conte de fées aussi ça de prendre un miroir pour passer à travers les dimensions? Moi ça me fait penser pas mal à ça. Ça fait Alice. Alice de l'autre côté du miroir, effectivement. Ça fait conte de fées, mais l'Antizone, on va dire, n'est pas très féerique non plus dans son esthétique. Tout à fait. Si tu sous-entends que féerique est quelque chose de merveilleux. Oui, mais après, il y a des contes de fées comme Alice, justement, ou d'autres contes de fées comme le Labyrinthe de Pan, par exemple, qui est un conte de fées de Guillermo del Toro, je pense que vous l'avez vu aussi. Et c'est glauque. Mais j'ai pas trop aimé l'Antizone, moi, personnellement. T'as pas trop aimé, d'accord. Bah, j'ai pas trop aimé parce que c'est très très cheap les rochers. Hein. Ah bah ça se voit direct que on dirait du polystyrène. C'est de la mousse, c'est ça. Mais justement, on l'a noté côté film. Mais ça se voit trop, quoi. Côté film années 70, ça fait penser beaucoup à Labyrinthe ou à Dark Crystal, ces films-là qui sont typiques des années 70, avec des marionnettes, des maquillages, de la mousse justement. Les mythes en marionnettes, quoi, elles sont géniales. Je pense qu'il y a ce côté aussi volontaire de faire quelque chose d'assez, pour le coup, très très kitsch, je pense. Après, ça t'a pas plu. Ça t'a pas plu, Nono, je suppose, parce que t'as des réserves sur l'épisode. C'est la globalité de l'épisode qui m'a énormément déçu, mais vraiment. D'accord, c'est pas forcément l'esthétique. Non, l'esthétique, j'ai trouvé l'épisode très joli, vraiment très bien fait. En soi, c'est un super bon épisode, surtout au niveau de l'esthétique. J'ai vraiment espéré, parce qu'on en parlait aux derniers épisodes, qu'il y ait un fil conducteur. Oui. Et en fait, j'ai espéré, quand ils ont parlé de dimension, que ça revienne comme un peu Bad Wolf, ou encore la fissure dans le mur avec Amy et tout ça. Et j'ai tellement espéré un truc comme ça que au final, non, c'était pas du tout ça. Mais j'ai eu une déception. Et moi, je voudrais revenir sur l'Antizone, en fait, c'est que ça me dérange pas que ce soit cheap en quelque sorte. Dans cet épisode-là, le fait qu'au début, on est censé avoir peur, ça m'a un peu sorti de l'épisode. Je suis sorti de ma peur quand j'ai vu ça, parce que c'était pas... Ah oui, d'accord, je comprends. Il y a des choses qui font peur quand même dans l'Antizone aussi. On a Ribbon qui est un personnage, Ribbon, qui est un personnage quand même qui est un comédien très célèbre en Angleterre d'ailleurs, on s'en fout, mais bon, Kevin Eldon qui joue dans Hot Fuzz, moi je suis obligé de passer Edgar Wright parce que je suis content. Lui, Ribbon, c'est quand même censé être un personnage qui t'inquiète un peu parce qu'il est quand même cannibale, il a envie de bouffer le docteur et tout, non? Oui, mais en quelque sorte, j'ai quand même été sorti de l'épisode juste à cause des décors. Quoi. Ah ouais, d'accord. Le décor cheap, en fait, ça m'a sorti de la peur parce que ça faisait vraiment pas réaliste. Au final, j'ai vu direct dès qu'ils sont rentrés, mais vraiment dès qu'ils sont rentrés, j'ai vu direct que c'était du polystyrène ou de la mousse. Je comprends complètement ton point de vue là. Je ne le partage pas, mais je le comprends tout à fait. Vraiment que ça casse trop. Ça aurait pu être cheap, mais pas autant quoi. D'accord, ok. Je comprends tout à fait. Du coup, par contre, on est d'accord que l'équilibre entre le docteur et les compagnons dans cet épisode, il est réussi. Ça, on est d'accord. Peu importe la dimension dans laquelle ils ont chacun leurs caractéristiques. On a Graham qui est au most de son jeu et on peut pas en parler parce que c'est vraiment sur la dernière dimension qui va prendre tout son sel. Vraiment, où là, vraiment, il est très bon. Il est très 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 bon, vraiment. Et je trouve qu'on ressent, quand on a de l'empathie un peu pour Graham, on ressent vraiment ses émotions, ça marche bien. Yaz, qui là pour le coup nous fait mentir un peu sur ce qu'on a dit. Là, elle est très intelligente, super compagnonne du docteur, elle suggère d'inverser la polarité du tournevis, elle a des idées comme ça, c'est ouf quand même Yaz. Yaz, elle m'a impressionné, je sais pas ce que t'en penses Alès, mais... Les coups de génie qu'elle a eu dans cet épisode, tu te dis franchement... en fin de compte, faut la garder quoi. Faut pas qu'elle parte. Non mais elle est très intelligente en fait, on se rend compte qu'elle est ouf. Et Ryan, il était cool aussi dans un sens parce qu'on l'aimait pas trop, il était maladroit et tout. Là il est très maladroit dans sa gestuelle aussi, dans ses paroles, il blesse la jeune adolescente, mais il reste super attachant, surtout à la fin. Le truc en fait qui marche bien, c'est qu'il a été abandonné par son père, et là il s'occupe d'une fille qui a été abandonnée par son père aussi. Tu as raison. Et du coup il crée une relation tout au long de l'épisode qui est vraiment très très intéressante. Et j'ai trouvé ça très intéressant aussi qu'il ne le disent pas. Tu vois, on le sait, nous on le sait parce qu'on a vu les premiers épisodes, mais il le dit pas, il se sent pas obligé de le dire, il a pas envie de justifier, il préfère se faire aimer, même si c'est pas sa volonté, il se finit par se faire aimer par sa personnalité. On a le docteur qui va faire plaisir à Rémi puisqu'il utilise sa parole, pour aider et reste pacifiste jusqu'au bout, pour résoudre le truc, c'est sa parole. Et moi c'est justement là où je suis pas d'accord avec ton Nono, c'est que je m'attendais à des trucs, mais cette fin dont on peut pas parler avec le Solistrate, où elle devient son meilleur ami, j'ai trouvé ça très intéressant, très intelligent. J'avais pas d'attente peut-être sur le truc là, et j'ai trouvé que c'était du renouveau de ouf. Genre ça change complètement le côté conscience, machin. J'ai trouvé ça ouf. Je crois que j'ai pas... Enfin, du coup, j'ai eu tellement d'attentes et j'ai été tellement déçue que j'ai pas vraiment réussi à apprécier la fin de l'épisode. Peut-être que voilà, tu t'es détaché directement de la fin en te disant non, c'est pas ce que je veux, c'est parce que... Peut-être, voilà. Parce que après tout, Bad Wolf, oui, tu parles de Bad Wolf, tu parles de La Faille, c'est des choses qui ont été développées sur une saison entière. Une belle réalisation, je trouve, dans cet épisode. Pour le coup, après, on aime les décors, on n'aime pas. L'ambiance est incroyable. Le passage très SF ou très horreur à la fantasy,
il est très choquant, très marquant, et c'est intéressant parce que ça marque les différentes dimensions. Avec, du coup, on a dit les teintes très bleues et vertes de la partie dimension 1, et les teintes très rouges et violacées, très chaudes de la deuxième dimension, ça marche bien. Ouais, alors que la seule source de lumière, en plus, qu'il y a dans l'Autisone, c'est vraiment le rouge, il n'y a rien d'autre. Exactement, c'est intéressant ça. Le rouge qui est symbolisé par un ballon qui flotte, encore une fois l'horreur, Pennywise, on pense un peu à ça le film, avec le ballon rouge, moi je pensais à ça. Et les mythes, elles sont flippantes. Quand t'aimes pas les insectes, les mythes, putain, elles sont super bien faites. Ouais, mais on voit dans l'animation que c'est des marionnettes, à mon avis. On parle de l'Autisone qui est magnifique, le background de la Norvège, on l'a dit, mais elle est magnifique. Les fjords de façon norvégien, c'est magnifique. C'est magnifique, tu arrives à la forêt, là t'es waouh. Et la maison surtout, enfin la chambre du père, du coup, moi j'ai adoré les poutres là comme ça qu'on retrouve du coup aussi dans la dernière. Ouais, c'est beau. Mais de toute façon, les maisons norvégiennes et suédoises, c'est trop beau. Moi j'adore Ikea, j'adore cette ambiance, le boulot, les côtés. Non mais j'adore, je trouve ça génial, le côté hyper épuré, la Norvège. Moi c'est un rêve d'habiter en Norvège, donc dès que j'ai vu que c'était en Norvège, j'étais trop conquis. Il fait froid, mais c'est cool. Parce qu'ils ont toujours la petite cheminée et tout. J'adore la Norvège, c'est trop mignon. C'est l'ambiance de Noël tout le temps. C'est trop cool. Je vais conclure moi, parce qu'on est obligé au niveau du temps. Je vais faire un petit résumé, vous l'avez compris, on l'avait déjà évoqué, mais cette saison semble clairement donner Nono à la mort une place de choix, et je pense que c'est même le fil rouge de cet épisode, la mort, parce que là quand même cet épisode est vachement tourné autour de la mort et du deuil. Il a beaucoup divisé la critique. Là, clairement, donc je comprends qu'on soit pas d'accord, mais il donne pourtant à Doctor Who, je trouve, une nouvelle dimension presque plus what the fuck, surtout en particulier avec le final, l'incarnation du Solistrad, là, c'est très what the fuck, mais justement, est-ce que c'est pas ce que doit être Doctor Who à la base, du what the fuck, genre un truc qui te fait en mode what the fuck, pourquoi elle fait ça? Ok. On retrouve ce kitsch typique des premières saisons des années 2000, du coup, avec une émotion forte, typique de l'époque Rose Tennant, l'émotion vraiment de fin avec les histoires de mort et tout, c'est waouh. Et pourtant, l'épisode est très beau, avec une réelle plus travaillée, plus moderne, donc je trouve que c'est le parfait équilibre pour moi entre l'émotion pure des premières saisons et l'esthétique de l'ère Moffat qu'on avait avec Matt Smith. Donc moi ça me plaît bien pour ça. Pour moi c'est un sans faute, je vous le dis clairement, mais après je comprends. C'est l'épisode que j'ai en tout cas le plus envie de revoir pour le recomprendre. Pour me dire, mais attends, peut-être que j'ai loupé un truc, peut-être que j'ai pas compris. Parce qu'il est tellement dans le fantasmagorique, dans l'imaginaire, que j'ai envie de savoir ce qui s'est vraiment passé, de revoir une double lecture peut-être. Bon, si je dois pinailler, je dois avouer que j'aurais aimé voir Rose Tyler, ou le mettre, pourquoi pas, dans ce fameux final. Est-ce que je suis pas trop attaché au passé? Est-ce qu'on l'est pas trop? Est-ce que c'est pas justement le message de cette nouvelle saison? Affronter la mort, accepter le changement, faire le deuil, le fil conducteur. Je ne sais pas, pour nous donner une nouvelle saison après. Vous pouvez faire, si vous voulez, un dernier mot, une dernière petite conclusion sur cet épisode avant qu'on se laisse. Alès, ton tour. Moi, franchement, j'ai trouvé l'épisode très bien et j'ai trouvé que les étapes du deuil étaient vraiment bien représentées. D'accord. Au début, la disparition dans la dimension qu'on connaît, nous, la nôtre. Ouais. Dans l'antizone, vraiment la période noire du deuil. Ouais. Et avec presque le refus aussi parce que trop fantasmé. Et à la fin, sans spoiler, mais le côté très épuré, très blanc, c'est l'apaisement au final. Et l'acceptation. Et l'acceptation. Le fait l'apaisement et l'acceptation. De laisser partir. Oui. J'ai trouvé ce message très beau. Nono, tu peux faire moins fantasme. Très bon épisode, peut-être trop d'attentes de ma part, du coup une vraiment trop grosse déception pour moi, mais peut-être trop. Est-ce que ma conclusion t'a fait comprendre que pour l'épisode d'après, il ne faut pas que tu aies d'attentes, il faut que tu acceptes le changement? Je suis tout à fait d'accord, c'est sûrement leur fil conducteur, mais trop attaché au passé, sûrement. Mais Doctor Who, c'est dur pour ça, toujours. De changer de docteur, tout ça, c'est toujours dur, je suis d'accord. J'ai adoré, moi, l'épisode, je pense que je le mets dans mon top 3 de mes épisodes préférés, vraiment. J'hésite avec les démons du Pendjab, parce que j'adore aussi cet épisode, mais... Elle était bien, les démons du Pendjab, était bien. Rosa était bien aussi. Ouais, Rosa était bien. Kerblam était bien aussi. Mais de toute façon, mon réalisateur préféré vraiment de cette saison, c'est vraiment Jamie Childs. J'ai hâte de voir justement le dernier et puis la suite, du coup, pour voir ce que ça va donner. On attend toujours vos retours en commentaire. Très intéressant de savoir si vous avez aimé ou pas justement cet épisode, parce qu'il divise, encore une fois. On vous fait plein de gros bisous. On se retrouve samedi prochain pour le dernier. Ça va être ouf. Et puis après, on verra pour le nouvel an. Mais déjà, le dernier. Voilà. Gros bisous tout le monde. Ciao. Bisous.